m'investir en Moldavie, mais suite à votre brillant exposé, qui est fort intéressant, extrêmement intéressant, j'avoue que j'en suis amené à reconsidérer ma position. Parce que si je comprends bien, l'invasion soviétique, c'est une affaire de jours, de mois ou d'années. Vous n'avez pas bien compris. Alors à ce moment-là, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre que la Moldavie soit rattachée à la Roumanie avant de bouger? Vous n'avez pas bien compris, et vous le savez parfaitement, car vous êtes un malin, mais on n'envahit pas ce que l'on possède déjà. Je l'ai dit au début, l'Empire soviétique ne s'est pas effondré, sauf sur les cartes. La Moldavie fait partie des 12 républiques unionales qui, de facto, sont restées soviétiques. Donc toute la marge de manœuvre qu'on a acquis, y compris le dernier rendu de la Cour constitutionnelle qui ne condamne plus pénalement ceux qui utilisent le mot de langue roumaine, eh ben, c'est de la marge de manœuvre, sans compter le partenariat avec l'Union européenne, sans compter le partenariat pour la paix avec l'OTAN, c'est de la marge de manœuvre qu'on a acquis tout en restant sous la tutelle de Moscou. Donc on n'envahit pas ce qu'on possède déjà. Les Moldaves ne sont ni assez nombreux, ni assez naïfs pour agir comme l'ont fait les Ukrainiens. Le Roumain, il sait louvoyer. Il l'a prouvé. Je ne sais pas si c'est vraiment une qualité. Ah ben, peut-être que ça permet de survivre, mais ça dépend comment. Et je préférais de survivre debout que la tête... Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Mais ce dont je peux témoigner, c'est que c'est une adaptation. Parce que réfléchissez à l'histoire de ces pays. Je me demande quelle est sa dimension morale. Voilà. Je vais vous le dire, parce que c'est de l'éthologie, ça, la science du comportement. Lorsque vous êtes positionné en marge, et la Roumanie a toujours été en marge de grands empires, les Carpates ont toujours été une frontière, le Danube aussi. Depuis l'Antiquité, toujours en marge. Lorsque vous êtes toujours en marge et que vous êtes une souris entre plusieurs éléphants, vous faites comment? Ben vous vous adaptez, et vous adaptez votre comportement. En politique, tu le sais bien, puisque tu as même fait des essais personnels. Il ne peut pas y avoir de morale, il n'y en a jamais, en politique. Mais dans le comportement personnel de chacune et de chacun, y compris dans le monde politique, Václav Havel l'a prouvé, là il peut y avoir une morale. Donc c'est à chacun de poser sa propre morale et ses lignes jaunes, jusqu'où je vais pour ne pas nuire à autrui, et pour ne pas me untinare, comment on dit ça en français, pour ne pas me salir moi-même, me remplir de boue moi-même. Mais personne ne peut nous donner cette morale. Donc la tête où, moi lorsque je regarde, j'ai fait cette démarche-là, comment la Roumanie s'est formée déjà, tout en bougeant difficilement entre ces grands empires, comment les principautés ont réussi à s'unir, personne en Europe n'était pour, comment ensuite ils ont réussi à sortir grands gagnants de la Première Guerre mondiale, alors qu'ils étaient militairement vaincus quand même en 1916, et qui n'ont fait que survivre jusqu'en 18. Bon, il y a eu les sacrifices de Marechesht, bien sûr, ça a compté, et si nous avons récupéré la Transylvanie du Nord, c'est parce que nous avons changé de bord. Mais pour Johannes Friesne, le général allemand, qui commandait la Wehrmacht en Roumanie, nous étions des verräter, des traîtres. Et chaque fois que je vais en Allemagne, les gens d'un certain âge me disent « Ah, Roumain, un verräter », parce qu'ils ont tous lu le bouquin de Fries, il est passé dans les années 60. Moi, je veux rajouter une seule chose, et je le fais un peu en faisant référence à un grand Roumain, un Transylvain. Coposu a dit une chose, en répétant un peu ce qu'a dit Maniou. La politique, c'est l'art du compromis. Mais pour que ça reste une politique digne de ce nom, il faut que ce compromis ne soit pas compromettant. C'est ça. Donc, attention, des attitudes, être membre des États indépendants et faire la cour à l'OTAN et à l'Union européenne, c'est un compromis compromettant. Et la Moldavie ne pourra pas sortir et devenir européen si elle persiste dans cette ambiguïté. C'est ça la conviction qui est la mienne. Mais le problème, c'est quelle est sa marge de choix. Ça, j'ai pas la réponse. Le marge de choix, on se l'impose. On ne fait pas des compromis compromettants parce qu'on n'a pas le choix. On a toujours le choix. Et le choix sont tous ces dizaines et centaines de milliers de victimes des goulags communistes qui ont préféré mourir dans ces prisons que de faire des compromis compromettants. Alors, la plaidoirie, moi,
je m'attendais, je croyais que la salle va réagir d'une manière un peu plus violente. Je suis obligé de le faire, mais j'attends un peu de vous. Alors, cher Dorin Douchtiak, manifestez-vous, Sherman. Je dirais sur ce point-là, donc, il faut se dire que, objectivement, dans l'histoire, la Roumanie en général et la Bessarabie dont on parle, la République moldave, comme vous voulez, encore plus, a eu cette position géographique catastrophique, la pire de toute l'Europe. Et c'est pas les Roumains qui disent, c'est Jules Michelet, en 1840, qui disait peuple de l'Occident. Je peux diffuser ça par la maison roumaine, ça mérite d'être relu. Peuple de l'Occident qui cultivait les arts de la paix, tranquillement depuis des années. Ayez de la reconnaissance pour les peuples de l'Orient de l'Europe, la Pologne, la Hongrie, l'infortunée Roumanie, qui ont dû à faire face, qui ont protégé l'Europe des hordes des Tartares, en particulier, là, la Bessarabie, les hordes des Tartares, et des armées, tenez-vous bien, des armées des Turcs et des Russes. Les Russes mis dans le même panier que les Turcs. Voilà comment on voyait ça par quelqu'un, un spécialiste, le plus grand historien français. Bon, donc il y a eu objectivement une position extrêmement mauvaise. Et je vous suis reconnaissant, M. Tcheblan, que vous avez remonté les références à 1349, ou 59, pardon, 59, où c'est horrible, on commence toujours l'histoire de cette région, on commence toujours par l'annexion par la Russie en 1812. Bon, mais on oublie de dire qu'elle est certifiée documentairement, scientifiquement, déjà depuis 1359, d'autres disent 1361, donc comme partie de la Roumanie, clairement, avec cette frontière de Dniestre, avec justement cette position de bouclier de l'Europe par rapport au Khanat, au royaume de la Horde d'Or des Tartares, qui tous les ans venaient piller encore ces régions. Bon, donc, déjà avoir fait cette mention, et puis j'ai trouvé récemment des références écrites extrêmement émouvantes qui remontent donc du territoire entre Prout et Dniestre, hein, on se comprend bien, qui remontent à Attila, aux Tartares, le reflux des Goths et l'arrivée des Huns en 450 et quelques, eh bien, où il y avait des noms roumains dans cette région-là, entre Prout et Dniestre. Donc, pour dire l'ancienneté de la présence roumaine depuis toujours dans cet endroit. Ce n'est pas quelque chose de contestable. L'Islande était depuis toujours là-bas. La grande culture de Coucoutaine, justement. Tout ça, voilà, incontestable. Incontestable. Et juste une question, parce que vous avez mentionné, oui, les cinq. Et puis, la période, non, n'est-ce pas, d'Étienne le Grand, Stéphane Chelmark, avec les 5 cités, donc vous avez indiqué, là, la cité de Cetatalba, la forteresse qui était bâtie par Stéphane Chelmark, les 5 forteresses sur le Dniestre qui défendaient l'Europe, tout simplement. Voilà. Et donc, vous avez mentionné l'île des serpents, Isla Chèvre. Comment c'est resté cette histoire? Bon, alors, 3 choses, parce que je vais être bref. Commençons par la fin. L'île des serpents. Elle a été cédée par une convention bilatérale soviéto-roumaine en 1948, signée du côté roumain par le mari de Simina Karakash, comment il s'appelle? Mezincescu. Voilà, par le représentant Mezincescu, sur place, avec le couteau sous la gorge soviétique évidemment. Cette convention n'a jamais été ratifiée ni par la Grande Assemblée nationale de Roumanie, ni par le Soviet suprême. Il y a eu 7 rounds de négociations soviéto-roumaines sous Gheorghe Udej et Ceausescu dans le but de récupérer l'île des Serpents et les autres petites îles sur le bras de Kilia, parce que je vous signale que selon le traité de paix de 1947, la frontière passe dans le Talweg navigable
et pas sur les petits bras au sud. Mais les Russes voulaient avoir le contrôle. Il se trouve qu'en 90 et 11, l'Ukraine devient indépendante, hérite des îles de facto, et Iliescu ne fait rien. Bon. Là-dessus arrive Constantinescu au pouvoir, 96, et là, la Roumanie fait la cour à l'OTAN, on parlait de la cour qu'on fait aux uns et aux autres, et l'OTAN lui dit, si vous voulez intégrer l'OTAN, il faut que vous soyez un facteur de stabilité, pas d'instabilité, vous devez régler votre problème frontalier avec l'Ukraine. Moyennant quoi, en 97, il y a le traité frontalier de Constanța qui est signé, où nous cédons définitivement toutes ces îles, y compris l'île des Serpents, à l'Ukraine, mais restent en suspens les eaux territoriales, qui auraient dû être partagées moitié-moitié, il y a du pétrole et du gaz, et qui finalement sont passées en 2013 à la Cour internationale de justice de La Haye, qui a fait la poire en deux plus ou moins, en attribuant la plus grosse partie de la zone en revendication à la Roumanie. Alors là, la presse roumaine, ouais, on est les plus forts. En fait, c'est parce que les Ukrainiens avaient placé leur ligne de revendication très près de nos côtes. Et puis, il faut voir aussi que leur profondeur moyenne est de 30 mètres, facile à exploiter pour des plateformes offshore. La nôtre est plutôt de 100 mètres. Mais bon, on est vainqueurs quand même. La deuxième chose que je voulais dire... Cela dit juste une précision parce que j'étais très près à ce moment-là de cette histoire horrible du fait que les territoires actuellement en Ukraine ont été cédés par la Roumanie sous Constantinescu. Et ça s'est passé grâce à un ministre des Affaires étrangères qui était lui comme Iliescu en sol de Moscou. Le camarade Séverin, devenu parlementaire européen, mis à la porte à cause de malversations et des escroqueries qu'il a fait au Parlement européen. C'est celui-là. Il a été en prison. Non, il a... Pour corruption. Pour corruption, oui. Voilà le malheur, parce que le tout a une cause profonde, qui est celle de la manière dont la transition et la sortie du communisme s'est produite. Elle s'est faite en considérant les camarades qui avaient le pouvoir avant 1989, l'Occident a accepté qu'ils le gardent après. Et ils l'ont toujours, en Roumanie, bien entendu en Moldavie, etc. C'est ça le drame. Alors, deuxième point, les 5 citadelles. Khotin est en Ukraine, Soroka est en Moldavie. Tighina est officiellement en Moldavie, mais en fait, elle est entre les mains des Russes. Cetate Alba est en Ukraine, et Orhei n'existe plus. Eh bien, la seule qui a encore les armoiries de la Moldavie, la tête de roc, au-dessus du portail, c'est Soroka. Et c'est la seule qui est sous autorité moldave. Dans toutes les autres, on a enlevé, déjà à l'époque soviétique, on a enlevé les armoiries moldaves, et on les a remplacées par le drapeau de la ville de Khotin, la ville de Cetate Alba, et ainsi de suite. Et pour finir, sur ce qu'on a dit tout à l'heure, ensemble, il y a une espèce de paramètre, je ne sais pas comment appeler ça, entre, je dirais, la morale, et tous ces jeunes qui venaient à l'école d'été, ils étaient tous en désir de morale. La nécessité, et puis, je dirais, l'amour. Et là, tout dépend de la construction de chaque individu. Si on est construit en tant qu'individu, on peut avoir de la lucidité dans la façon dont nous aimons. Si on n'est pas construit en tant qu'individu, on va s'identifier à un groupe. Alors ça peut être la camarille, il y a des camarades, c'est-à-dire être partie de la bande. Les Russes appellent ça Nash, les nôtres. Il y a carrément un mouvement politique qui s'appelle Nash, et qui sont capables de bloquer informatiquement tout un pays. Ils l'ont déjà fait avec l'Estonie. Hein, les nôtres, c'est la bande du KGB, de tous les descendants, parce que c'est plus maintenant seulement le FSB ou les descendants de la police politique et tout ça. C'est toute une fraction de la population qui a bien profité du régime. Et c'est collatéraux. Nash, les nôtres, ai nostri, nous aussi on a les nôtres. Donc, est-ce qu'on va aimer comme un être humain, ou est-ce qu'on va aimer comme le membre d'un clan, d'une tribu, hein? Donc, il y a ça. Ce dialogue entre la réalité, quand je disais qu'il faut se fixer une ligne morale et que personne ne peut nous la vendre ou nous la donner, il n'y a que nous qui pouvons la fixer. Mais si on n'est pas construit en tant qu'individu, on ne peut pas se la fixer. Donc on va adopter la morale de ceux qui nous ont élevés. Ça peut être les Nashis, ça peut être la nostalgie de la Roumanie d'avant-guerre, qui ne reviendra jamais.
Et puis ça peut être, mais d'autres choses pourront peut-être arriver qui seront peut-être meilleures que la Roumanie d'avant-guerre. L'avenir n'est jamais écrit. Et l'URSS pour l'instant s'est pas effondré, mais rien ne prouve que ça va durer. Parce que c'est un colosse au pied d'argile, hein, la Russie et Poutine. Et on ne peut pas tout construire sur le gaz, c'est pas possible ça. En plus le permafrost fond. Et dites-vous bien que tous les contes de l'amour, de la haine, de la raison et du viscéral, si nous, en tant qu'êtres humains, roumains, français ou autres, on n'est pas capable de les régler, la nature les réglera pour nous. Car elle ne fait pas de sentiments. Et elle n'a pas de morale. Elle n'a que des phénomènes. Donc voilà, c'est une alchimie très difficile, mais c'est pour ça que la Moldavie est aussi intéressante. Parce qu'elle est à la croisée de tout. Et c'est intéressant aussi de ne pas écouter que les porteurs de testicules, mais aussi les mères qui ont élevé des enfants dont certains ont été tués ou amenés. Parce que souvent les femmes n'étaient pas embarquées. C'est les hommes qu'on embarquait. Les femmes, elles restaient. Qu'est-ce qu'elles transmettaient, elles? C'est pour ça aussi que ce bouquin est intéressant et que je regrette qu'Olga Capozzi ne soit pas venue. Elle aussi, elle s'est compromise avec le régime, bien évidemment. Avait-elle le choix? Est-ce que moi, je peux me permettre, moi qui étais en France depuis l'âge de 12 ans, est-ce que je peux me permettre de juger les gens qui sont restés? Je peux pas, j'étais pas sur place. Comment j'aurais réagi, moi, si j'avais été sur place? Eh ben, j'en sais rien. Je ne peux que fouiller dans les archives familiales et découvrir, à ma grande horreur, comment ont réagi les membres de ma famille, que j'ai honte. Mais c'est facile d'avoir honte quand on a été épargné parce qu'on a quitté le communisme à l'âge de 12 ans. Vous voyez? Donc je ne juge pas les autres, mais j'ai les oreilles qui rougissent quand je regarde ce qu'ont fait mon père, ma mère, mon oncle et tous les autres pour survivre. Est-ce que la survie justifie tout? Parce qu'il y aurait bien un moyen de sortir la Moldavie de l'orbite russe. Et un moyen simple et facile. Ça serait que 3 millions de personnes sortent dans la rue et bloquent le pays. Ils se mettent en travers des routes et ils ne bougent plus. Et font tous en même temps la grève de la faim. Là, je vous garantis qu'en 2 jours, l'union avec la Roumanie, l'entrée dans l'Union européenne, peut-être pas, mais l'union avec la Roumanie, elle est faite. Et la sortie de l'orbite de Moscou est faite. Mais il y aura 100 000 morts. Il faut le savoir. La morale a un coût. Et ce coût, c'est du sang. C'est comme en prison. J'en ai connu du monde qui a été en prison sous les Russes ou sous les Roumains. Et ils m'ont dit, il y en a qui se couchent, c'est 80% des gens. Il y en a qui essayent de composer, comme Alexandre le Paléologue, ou qui laissait entendre à tous ces, de façon très élégante à tous ses interlocuteurs, écoutez, j'ai dû ma survie à certaines obligations. Et comme il le disait, ben du coup, les gens savaient qu'il était un informateur, qu'il n'avait pas le choix. Voilà, ça c'est une façon élégante de faire des compromis. Et ça peut exister. Et puis, vous avez 5% qui ne pliaient pas. Souvent des gens du Nord, du Maramureș, de Huaș, de Bălți, de Khotyn, je ne sais pas pourquoi. Oui, mais ceux-là, ils sortaient de prison les pieds devant. Mais n'empêche qu'ils donnaient un exemple aux autres. Donc il restait quelque chose de leur exemple. Vous voyez? Et ce monsieur Pirogan, là... Ben, l'histoire se construit avec des symboles. Ça donne envie. Et la Roumanie a des symboles, d'énormes symboles. Des gens qui ont préféré mourir que de faire tout compromis, même verbal. Mais il faut savoir ce qu'on risque. Et il faut que les membres de la famille soient d'accord. Vous prenez Ils étaient seuls, vos enfants, vous prenez seuls votre en conjoint. tôle, il n'y avait personne, ils ne pensaient ni à leur famille ni à personne, ils ne faisaient pas de compromis avec leur âme. Oui, mais avant d'être en tôle, tu dois parler avec ta femme, avec tes enfants, et tu leur dis, voilà, moi je vais prendre telle attitude, et sachez qu'il y a des risques pour moi et pour vous. Et si les autres disent, vas-y mon chéri, alors c'est bon, on y va. Mais il faut qu'il y ait une unanimité. La plupart n'ont pas demandé l'avis de leur famille. Où ils savaient déjà qu'ils pouvaient compter dessus. Oui, je voudrais apporter plutôt un témoignage, mais dans l'idée que les autorités roumaines ne sont pas à la hauteur dans cette question. Entre autres, quand vous parlez, justement, vous parlez de la Moldavie, à chaque fois, j'ai tendance à vous arrêter et vous dire, ne dites pas la Moldavie, parce que la Moldavie, c'est une région, et vous parlez d'un État qu'il ne faut pas appeler la Moldavie. Aux Nations Unies, ça s'appelle Republica Moldova. Donc, en français.
donc la République Moldova et pas Moldavie. Parce que la Moldavie, c'est une région et que c'est... Bon, écoutez, moi j'ai travaillé dans un milieu international et à chaque fois qu'on me parlait de la Moldavie, je disais Republica Moldova, c'est pas la Moldavie. Et peu de temps avant que je prenne ma retraite, j'ai fait partie d'un groupe qui testait un nouveau outil de gestion du personnel de l'UNESCO. Et il y avait, entre autres, la langue maternelle de chaque fonctionnaire. Et par hasard, en regardant, en faisant défiler le truc, j'ai vu moldave. On peut entendre, Vous m'entendez? Bien, merci. J'ai vu moldave comme langue. Et j'ai dit à mes collègues de la gestion du personnel, j'ai dit, écoutez, enlevez ça tout de suite, ça n'existe pas. Et si jamais l'ambassadeur de Roumanie voit ça, ça va être un scandale. Et, oh oui, oh, merci que tu nous dis ça, merci, tout à fait, on va enlever ça. Et j'ai appris par hasard, par la suite, que ça a été maintenu parce qu'il y a une ressortissante de la République Moldova qui a dit, mais non, 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 c'est une langue différente, et que l'ambassadeur de Roumanie auprès de l'UNESCO, qui vient de partir, n'a absolument pas protesté, et c'était moi la ridicule dans cette histoire. Voilà. C'est juste un petit témoignage. C'est pas étonnant, on connaît bien ce camarade ambassadeur. Donc, et c'est pas la seule chose. Manolescu. Voilà. Alors, mais ça s'est passé la même chose au Parlement européen. Pendant 2 ans environ, la langue moldave était listée comme langue au Parlement européen. C'était... Alors, pour la langue... C'est terminé. C'est une bonne évolution. Et c'est terminé aussi sur Wikipédia, enfin c'est terminé partout. Voilà. Maintenant, pour le nom du pays, Alain Rusé a écrit un livre qu'il appelle La République de Moldova. Et il y a la directive Juppé qui autorise cette utilisation en République de Moldova parce qu'il y a pas mal de Roumains, de Roumanie, je précise, pas de Bessarabie, qui en sont restés à la division territoriale qu'ils ont apprise à l'école en Roumanie, où Moldova, c'est seulement ça. C'est-à-dire 7 Județe actuels.